Bonsoir à tous. Je rassure tous ceux qui se demanderaient si cette journée est éternelle. Elle aura une fin. Nous en sommes proches. Voilà. Non mais juste un mot pour introduire ce qui est la dernière séquence de cette journée, qui est la remise du prix d'innovation en santé qui a été organisé notamment avec l'ISNI, avec tous mes remerciements au jury ici présent. Certains sont sur leur 31, je vois ça. Et vous remercier vraiment de cette initiative. Je pense qu'elle fait suite aussi à des discussions qu'on avait pu avoir et qui montraient à quel point les internes en médecine, mais pas simplement en médecine, et d'autres avaient envie de pouvoir faire plus de choses sur ces questions d'innovation, trouver des modalités de travail avec les startups, et puis juste simplement regarder ce qui arrivait, ce qui allait transformer le soin bientôt, et se faire une idée. Donc cette initiative a été lancée en un temps relativement record quand même, et menée à bien. Je trouve que c'est... Voilà, on peut en être collectivement fiers. Je veux vous remercier les uns et les autres d'avoir rendu ça possible. Je remercie l'Axel et puis tous ceux qui sont venus soutenir cette belle initiative et qui seront présents notamment pour la partie remise en bonne et due forme dans le jardin. Je suis moins bon que David pour mentionner nos soutiens, mais ils savent que ma reconnaissance est évidemment éternelle. CGDIM Santé, DocaPost, Nonstall. Et il y a un logo trop petit pour que j'arrive à le lire, mais qui est forcément excellent. On fait ça avec le soutien de nos amis de MindHealth. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir pour cette dernière séquence. Sous votre contrôle collectif, c'est une séquence qu'on a voulu ne pas totalement ressembler au final habituel de remise de prix. C'est-à-dire que c'est ni qu'une remise de prix, ni une série de pitchs interminables avec une quinzaine de boîtes. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu entre les deux. Et puis une fois qu'on aura eu l'occasion d'entendre les trois startups qui ont tapé dans l'œil du jury, vous serez sous ton contrôle, mais vous le direz mieux que moi, sollicité pour vous-même être les artisans d'un 4e prix, qui est le coup de cœur des uns et des autres. Voilà, mais je pense que j'ai dit ce qu'il ne faut pas que je dise, mais c'est pas grave. Et puis voilà, donc je vous remercie encore tous. Je remercie Biolabs, notre partenaire sur l'ensemble de l'Hôtel Dieu, qui est très en soutien également sur cette opération et puis qui aura l'occasion de s'exprimer dans la partie qu'on peut qualifier de plus festive. Voilà, je vous donne la parole et je vous rends grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous d'être présents aujourd'hui dans ce site historique qu'on ne présente plus de l'Hôtel Dieu pour cette agora du soin digital organisée par la PHP et l'Axel. Alors pour ceux qui ont été là toute la journée, vous l'avez vu, beaucoup d'innovations, de retours d'expérience également vous ont été proposés, donc des solutions d'intelligence artificielle en santé, des applications destinées aux professionnels de santé, des outils de digitalisation du parcours de soins. Parce que c'est bien ça l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui finalement, c'est comment associer innovation et soins, innovation et meilleure prise en charge du patient, avec en creux finalement une question sous-jacente qui est quelle est la place de l'innovation à l'hôpital ? Alors, pour trouver sa place à l'hôpital, l'innovation doit remplir plusieurs critères. Le premier, c'est démontrer sa valeur, sa puissance de transformation. C'est évidemment pas au médecin de la salle que je vais apprendre qu'il n'y a vraiment pas de place à l'hôpital pour l'innovation. Elle doit vraiment apporter sa preuve et sa valeur. Répondre aux besoins du terrain, des soignants, des patients. Et surtout, accompagner les usages. Je dis surtout parce que l'innovation ne s'impose pas, vraiment elle s'accompagne et il ne peut pas y avoir d'innovation s'il n'y a pas l'adoption, sa diffusion derrière. Et c'est en ça que le regard des soignants est vraiment essentiel. L'adoption des soignants, par les soignants de ces solutions est moteur. Et donc le prix justement que l'on va remettre, les prix que nous allons remettre tout à l'heure à ce titre sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont été pensés par des médecins. Et donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Gabriel Cazenave. Bonjour, donc vous êtes interne en gynécologie obstétrique à la PHP, également vice-président partenariat de l'ISNI, donc l'intersyndicale nationale des internes. Et donc, il s'agit du premier prix de l'innovation des internes. Alors, avant de passer véritablement à la remise des prix, je vous propose qu'on discute un petit peu, que vous nous présentiez la démarche peut-être qu'il y a derrière. Pourquoi ce prix, déjà ?
Alors, ce prix, il existe et il est très intéressant pour nous. En fait, il faut savoir déjà d'où vient l'origine. L'année dernière, je rencontre Mathieu Grassojek, le président du DMH, qui me présente ensuite Nicolas Castoldi. Et d'un coup, on a beaucoup d'échanges très intéressants dans l'innovation et de cette place que pourrait avoir l'interne dans l'innovation. C'est un terrain extrêmement fertile pour nous. C'est un terrain très important où on peut grandir et où on peut faire aussi ce qu'on appelle ce petit pas de côté, où on va développer d'autres capacités. En plus de notre temps médical, on va développer un petit peu la santé autrement. Donc pour nous, des bases, l'innovation, c'est quelque chose de très important. Et en début d'été, l'équipe de Nicolas, Nina et Mathilde, me disent « Est-ce qu'on ne créerait pas un prix d'innovation ?» Une sorte de première pierre à l'édifice où les internes montrent leur intérêt en donnant des prix à des startups en santé innovantes, performantes, extraordinaires. Et c'était ça en fait l'idée derrière. Donc ça a été fait en un été, ça a été très rapide, ça a été des délais très courts, on l'a fait. Et merci encore à mon jury et merci encore à tout Hôtel Dieu. Mais voilà, donc c'était vraiment cette idée de faire cette première pierre, de montrer que les internes avaient un intérêt et de le montrer vraiment spécifiquement par ce prix-là. Et qu'est-ce que ce fut difficile ? Mais on est là pour voir l'aboutissement justement aujourd'hui. Il y a une particularité de ce prix, on l'a dit, on l'a un petit peu abordé, c'est que c'est le prix des internes. Donc des jeunes médecins qui sont impliqués, ou en tout cas curieux d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les membres de ce jury, parce qu'il s'agit de membres du réseau de l'ISNI. Exactement. Donc j'ai pris une petite fiche parce que ces membres du réseau ont plusieurs casquettes. Ils sont là. Exactement. Il y en a quelques-uns qui sont en distancié, dont on salue Solène Vaucan-Constantini, qui est membre du jury, qui est une jeune chef de chirurgie orale, fondatrice de AcuCare, qui est une start-up qui lie les internes aux start-up finalement. Donc elle a déjà initié ce travail-là et c'est un travail qu'on rejoint avec l'ISNI et dont on veut l'aider à développer pour permettre un vrai lien entre les internes et les start-up, leur permettre de faire des stages, de découvrir ce monde-là et d'avoir un réel échange, un réel échange d'expertise entre les deux parties. On a aussi, qui n'est pas là et qui est en train d'animer une table ronde autre part, Gabriel Saïdoun, qui est membre du jury également, qui est un CCA de chirurgie thoracique, président du CNJC, donc le Conseil national des jeunes chirurgiens. Donc, c'est les deux noms internes, mais qui étaient essentiels dans ce jury, l'une par son expertise et l'autre par sa représentation de tous les internes de chirurgie français. On a aussi, avec grand plaisir, Gaëtan Casanova, président de l'ISNI, aussi interne de santé publique à Paris, Myriam Bertrand, membre du jury interne de médecine légale à Lille, présidente du syndicat de Lille. Nous avons aussi Aloïs Rélac, membre du jury, interne de santé publique et président du syndicat de Bordeaux. Xavier Balmel a raté son train malheureusement. C'est le président du syndicat de Lyon. Il a raté sa correspondance, mais il arrivera en cours, vous le verrez arriver. On a aussi Lucia Rodriguez, membre du jury interne de santé publique et aussi membre du bureau du syndicat de Lyon. Alexander Balsera, qui est connu comme le loup blanc ici. Donc, j'hésite encore à le présenter, mais je le fais quand même. Qui est membre du jury interne de neurologie, président de toute association et fédération de jeunes neurologues, et également cofondateur de Nucléaïde France. Pour moi, l'un des plus jolis projets qui existent en ce moment. Donc voilà, ce jury venant de plein de spécialités différentes et de villes différentes, qui a pendant quelques semaines décidé de ce prix. De donner de son temps pour essayer de trouver ces nouvelles innovations qui pourraient aider aux soins, à la prise en charge effectivement des patients. Le prix, on ne l'a pas dit, mais il récompense 3 catégories en fait. Catégorie intelligence artificielle, la catégorie application mobile pour les professionnels de santé et la catégorie de parcours de soins innovants. Pourquoi avoir choisi ces 3 catégories ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière à travers ces catégories ? Alors, il fallait choisir des catégories parce que l'innovation, c'est énorme en santé. C'est quelque chose d'excessivement difficile parce que l'innovation en santé, tout le monde le sait, et les lauréats le savent très bien que c'est difficile d'innover en santé, mais c'est très large. Donc, je me suis posé la question et je me suis dit, qu'est-ce qui, pour un premier prix, pourrait réellement intéresser et vraiment faire un petit peu de sens juste pour ce premier prix ? L'intelligence artificielle, parce que c'est la médecine de demain, c'est ça. On ne peut pas parler d'innovation sans parler d'intelligence artificielle, sans parler de machine learning, sans parler de beaucoup de choses autour de ça, parce que c'est vraiment le futur de la santé va vers l'intelligence artificielle. Donc il nous fallait une catégorie, et on l'a eu. Il nous fallait aussi une catégorie pour moi qui me paraissait importante, le parcours de soins. On a un gros problème en France sur le parcours de soins. On a des maladies chroniques qui sont très mal suivies, on n'arrive pas à les suivre, on n'arrive pas à les soigner au long terme. J'avais besoin de voir un petit peu quelles étaient les innovations créées en ce moment, et j'ai découvert des innovations incroyables.
Il y avait aussi l'application mobile pour les soignants, pour moi qui, comme on l'a dit dans l'intervention de tout à l'heure, les soignants ont besoin du numérique et besoin d'innovation digitale dans leurs services. On a tous usage de nos portables par WhatsApp ou autres messages ou photos prises. C'est pas suffisant, c'est pas sécurisant, c'est pas assez intéressant. Donc on avait besoin de voir un petit peu qu'est-ce qu'avaient proposé les jeunes entrepreneurs en santé pour pallier à ce déficit-là. Et là, c'est là que je voulais juste remercier vraiment tous ceux qui ont participé à la présélection de ces startups. Merci beaucoup. C'est des projets extraordinaires. Toutes les personnes qui ont porté ces projets, on a dû choisir des lauréats parce qu'il faut en choisir. Et je peux vous jurer que ça a été très difficile. Que les auditions étaient déchirantes parce que vous avez tous une très belle motivation, vous avez un enthousiasme très communicatif et on a envie de participer à toutes vos initiatives. Donc merci beaucoup de faire ça, de se battre en santé. Sachez que les jeunes médecins, la jeune génération, on est vraiment très friands pour vous aider à vous inclure dans les hôpitaux, pour vous introduire dans les hôpitaux. On est la phrase qui dit genre, on est un peu le futur. Effectivement, on est les futurs soignants et c'est par vous qu'on va pouvoir créer la nouvelle santé. Donc merci beaucoup, vraiment bravo à vous, je m'incline. Vraiment, c'est super. On a choisi des lauréats, mais pour moi, vous êtes tous lauréats, vraiment. Écoutez, c'est un beau message pour toutes les startups qui, effectivement, vous ont toutes marquées. Avant de passer véritablement au prix, peut-être nous expliquer aussi comment vous avez choisi, revenir un petit peu sur les critères de sélection, en tout cas le processus de sélection, parce qu'en tout, vous avez une quinzaine de startups qui ont candidaté, qui ont été auditionnées, donc auxquels vous avez donné leur chance. Voilà, comment ça s'est passé au cœur de l'été apparemment. Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Alors, c'est un projet de sélection assez classique. On a demandé une grille à Total Dieu d'analyse de start-up parce qu'on n'était pas tous au clair sur le plan financier, le business plan. Donc on a pris cette fiche et chaque start-up nous a fourni une slide définissant le projet sur tous les aspects possibles, assez succinctement, parce qu'on avait peu de temps. Et tous les membres, on a divisé le jury en 3 groupes, donc les 3 groupes des prix. Et il y a eu un travail personnel de notation à base de avec cette fiche de route que nous avait donnée la Total Dieu. Et en plus, donc on a tous noté, on a fait des moyennes, et donc on avait déjà un classement par note qui a été complété par un classement après par audition. On a demandé, dans un temps très court, merci encore d'avoir pu vous libérer lundi et mardi, tard, parce qu'effectivement, étant interne, on a le temps le soir et pas en journée. Il y a eu cette audition-là où en fait, on a pu poser des questions en plus pour affiner la notation. Donc ça a eu un rôle vraiment de départager des startups. Et à la fin, on a décidé ensemble et on a fini par élire 3 startups qu'on va découvrir ce soir. Et effectivement, merci beaucoup pour cette présentation, Michel Gabriel. Nous allons désormais passer à la première catégorie. Alors, cette catégorie, c'est celle de l'intelligence artificielle. Pour remettre ce prix et pour expliquer un petit peu pourquoi cette start-up vous a marqué, j'appelle maintenant Antoine Villa. Antoine, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Merci beaucoup. Merci. Et vous allez nous présenter, nous révéler la start-up candidate et peut-être quelques mots pour nous expliquer pourquoi vous l'avez choisie, pourquoi elle vous a marqué. Voilà, bonsoir à tous. Donc, ce soir, j'ai l'honneur de remettre le prix de l'innovation en santé des internes dans la catégorie intelligence artificielle à ExactCure. Comme l'a dit Michel Gabriel. ExactCure, vous pouvez les applaudir. Bravo, on accueille Fabien. Fabien Astic. Donc, comme l'a dit Michel Gabriel, il y avait beaucoup de projets qui étaient très intéressants, mais je pense que votre projet est celui qui a le plus accroché à la fois notre curiosité et puis peut-être celui dans lequel on s'est le plus retrouvé en tant que futur professionnel de santé. Donc pour vous présenter rapidement, je dirais que vous avez été créé en 2018. Vous êtes, si je ne me trompe pas, 3 cofondateurs, dont 2 qui sont issus de Dassault Systèmes, et vous avez pour ambition de proposer un jumeau pour modéliser et pour suivre les médicaments dans l'organisme, pour essayer de prédire au mieux leur efficacité comme les effets indésirables. Et donc pour ça, vous vous appuyez sur plusieurs solutions. D'une part, vous avez des modèles qu'on pourrait qualifier de pharmacocinétiques des populations. Vous prenez en compte l'âge, le sexe, la taille,
qui sont décrits dans des méta-analyses, dans des banques de données. Et par ailleurs, vous allez plus loin en prenant en compte des paramètres de fonction rénale, de fonction hépatique, et finalement tous les autres petits paramètres qui peuvent influencer la concentration du médicament dans le plasma. Vous proposez ensuite un logiciel qui va se servir donc des bases de données qui sont déjà disponibles sur le sujet, qui intègre tous les paramètres dont on a parlé, mais qui intègre aussi l'expérience du patient. C'est-à-dire que quand le patient prend telle concentration de médicaments, vous allez être capable de lui demander si pour une telle ou tel médicament, il a plus d'effets indésirables avec cette concentration ou pas. Et vous avez prouvé que ça marche pour la clozapine, si je ne me trompe pas, le dabigatran, des essais en oncologie, donc assez prometteurs. Et enfin, donc pour que ça soit compréhensible pour la population générale, vous avez 3 interfaces. Une interface pour les patients, donc pour une sorte de médication à domicile. Vous voulez prendre du paracétamol plutôt que de lire tous les effets indésirables, de comprendre si vous pouvez prendre 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Vous avez une interface assez intuitive. Vous allez mettre votre âge, est-ce que vous avez des comorbidités importantes, et on va vous indiquer combien vous pouvez prendre de paracétamol pour une durée déterminée. Vous avez aussi une interface pour les patients qui sont polymédiqués, qui ont des pathologies chroniques avec des médicaments qui ont un index thérapeutique un peu étroit. Et enfin, vous vous adressez aussi aux professionnels de santé que nous sommes, avec finalement, moi en tant que futur animateur, je trouve que ça a beaucoup d'intérêt de pouvoir facilement, intuitivement, pouvoir suivre et monitorer les médicaments les plus dangereux pour nos patients. Voilà, félicitations encore. Merci beaucoup Antoine et félicitations. Antoine, est-ce que vous pouvez transmettre le micro peut-être à Fabien pour qu'il puisse nous présenter un petit peu? On va faire la photo. On va faire la photo tout de suite. Alors j'appelle également Gaëlle Picard de DocaPost. On la remercie beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui. Venez tous les 3, on va faire la petite photo pour la remise du prix. Et merci beaucoup à Antoine. Finalement, vous avez pitché la start-up. J'ai plus rien à faire. Alors n'hésitez pas à mettre le prix un petit peu haut. DocaPost qui est le sponsor de cette catégorie IA et santé. Merci beaucoup. Et nous allons avoir quelques questions après pour vous, Fabien, pour vous, Gaëlle également, et puis pour les membres du jury, parce que vous l'avez très bien expliqué, Antoine, on comprend bien que vous êtes projeté comme professionnel, comme professionnel sur cet outil. Merci, rejoignez-nous, venez avec nous. Je peux vous laisser ma place si vous le souhaitez. C'est bon? Allez-y. Donc, est-ce que ce pitch était complet? C'était remarquable. Alors, si après la vie d'interne, tu cherches une vie de représentant dans une start-up, je pense que... Donc, si on revient un petit peu sur votre histoire, donc, voilà, si on rembobine un petit peu, votre histoire, quel a été le point de départ finalement? Pourquoi avoir cofondé Exacture? On a cofondé Exacture à 3, donc on est 3 cofondateurs. Effectivement, 2 qui viennent de Dassault Systèmes, l'un est pharmacien, il est ancien prof de pharmacologie, l'autre est mathématicien, rechercheur en maths. Moi, je m'occupe de tout ce qui est plutôt business développement. Et la raison pour laquelle on a créé Exacture, c'est que Frédéric, qui est ancien prof de pharmacologie, s'est demandé un jour, mais est-ce que je ne peux pas modéliser tous ces modèles de manière personnalisée? Parce que quand il enseigne à ses étudiants, c'est les mêmes modélisations pour tout le monde. Donc on parle de modélisation pharmacocinétique d'un médicament, la concentration dans le sang d'un médicament. Et il a dit, ça doit être possible, je vais chercher qui l'a déjà fait. Il n'a pas trouvé. Je me suis dit, c'est pas possible, ça doit exister, il n'a pas trouvé. Donc il a dit, je vais essayer de le faire. Et sur ces entrefaites, il a eu une discussion avec un ami à lui qui est en tout cas pharmacien à l'HEGP à Paris, et qui lui disait, moi-même quand je suis enseignant, qui est aussi enseignant à des futurs médecins, et qui dit, quand j'enseigne à mes élèves, je leur dis, quand un patient viendra vous voir, s'il est obèse, il faudra probablement lui prescrire plus de médicaments. Et un autre patient qui est insuffisant rénal, il faudra lui en donner moins. Et il y a toujours un étudiant qui lève le doigt et qui me dit, oui, mais si le patient il est obèse et insuffisant rénal en même temps, je fais quoi? Il dit, moi je suis spécialiste en médecine personnalisée, je ne sais pas répondre à cette question. À part mon expérience et personnelle, je n'ai pas d'outil qui me permet de faire ça. Donc ces 2 éléments en commun, Frédéric a lancé une expérimentation avec l'INRIA
avec le département à Sophia Antipolis en charge de biomodélisation. On s'est aperçu qu'il était possible, de manière utile, de personnaliser ces modélisations pharmacocinétiques. Donc, ils ont tous les deux, Sylvain et Frédéric, quitté Dassault Systèmes, moi, mon ancien employeur, et tous les trois, on a créé Exacture. Et, effectivement, et donc vous avez bien fait parce qu'apparemment votre start-up a convaincu le jury. J'ai envie de me tourner un peu plus vers les autres membres du jury. Antoine a déjà bien expliqué pourquoi, mais si vous voulez compléter, qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a convaincu justement dans le projet, la proposition d'Exacture? Alors, bonjour à tous. Alors déjà, de dire que sur les 5 startups qu'il y avait, les 5 étaient assez incroyables, mais le projet d'Exacture, il y a eu cet effet où on s'est dit c'est directement applicable pour le patient. On le voit, l'effet il va être direct pour le patient, la bonne concentration de médicaments, on va limiter les effets secondaires. Pour le professionnel de santé, c'est de l'aide à la prescription, donc il y a aussi un intérêt pour le professionnel de santé. Et il y a aussi un intérêt pour le système de santé, un intérêt médico-économique de la bonne consommation des médicaments. Donc cette start-up réunissait déjà les 3 gros critères pour réussir dans son domaine au niveau de l'IA. Est-ce qu'il y a des preuves apportées aussi? Parce qu'il y a toujours cette idée de preuve, en fait, aussi, notamment en IA. Voilà, exactement, à quoi on est attentif? Et il se basait déjà sur la littérature scientifique. Il y avait déjà un gros travail de base à ce niveau-là. Et puis, il y avait énormément de recherche, des années de recherche. Je ne sais plus quand est-ce que vous avez commencé, en 2002 peut-être. En tout cas, il y avait déjà un gros travail de recherche et une grosse base. Et ensuite, ce qui nous a aussi marqué, c'est que son application était déjà testée, éprouvée et utilisée dans plusieurs hôpitaux. Donc, c'était déjà une application qui était extrêmement mature. Donc, voilà. Très bien. Bah, écoutez, vous voyez. Ah oui, pour la photo, n'hésitez pas à bien montrer ce beau prix de Hôtel-Dieu. J'avais également une question peut-être encore pour vous, Fabien. Justement, on a abordé, et on voit que ça a fait la différence, cette question de la preuve. Lorsqu'on est une start-up, encore plus une start-up dans le monde de la santé, on doit montrer patte blanche, j'ai envie de dire. Comment vous avez travaillé cet aspect? Combien de temps ça vous a pris aussi pour développer, apporter ces preuves? L'idée est qu'on a commencé par, évidemment, la théorie. Donc d'abord, on a fait des maths et on s'est demandé si ces maths tournaient. Après, on s'est dit, OK, nos simulations personnalisées, c'est-à-dire que si on rentre l'âge, si on rentre le poids, si on rentre la taille d'un individu donné, ça a effectivement un impact sur la pharmacocinétique du médicament. Donc on va le tester d'abord sur des animaux. On a commencé par des chiens. En fait, ça, je ne pense pas que c'était dans le dossier d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on a commencé, d'une certaine race. Et après, on s'est dit, OK, on passe à l'humain. Et ça, c'était avec la PHM, pour le coup, donc à Marseille, on est basé à Nice, en psychiatrie. Donc notre technique, notre approche a été de dire, OK, voilà dans la littérature, effectivement, tout ce qu'on a trouvé sur la clozapine et le lithium, en termes de modélisation mathématique. On a agrégé tout ça dans un seul modèle, qu'on appelle un métamodèle, et qui, théoriquement, devait être le meilleur de tous, puisqu'il assemblait tout ce qu'on avait trouvé et qui était bon. Et c'est ce qu'on a montré. On a mesuré dans le sang des patients les taux résultants, les taux de médicaments, et on a comparé par rapport à nos simulations, par rapport aux autres simulations des autres modèles qui existent, ceux avec les pharmacologues d'un hôpital de la PHM, et on a démontré qu'effectivement nos simulations étaient meilleures, plus précises. C'est ce qu'on a publié d'ailleurs, on a écrit des posters, on a présenté ça à des symposiums en pharmacologie, on était invités pour présenter. Il y a même le MIT aux États-Unis qui nous a repérés, je ne sais pas comment, mais un jour on reçoit un coup de fil, ils disent c'est sympa ce que vous faites, est-ce que vous pouvez le présenter dans notre événement sur la santé? Je ne pense même pas que c'était non plus dans le dossier, mais c'est arrivé pour de vrai. Et ensuite, on a publié un premier article dans The Therapeutic Drug Monitoring Journal. On en a d'autres en préparation en ce moment. Donc voilà comment on a prouvé, d'abord en mesurant dans le sang des patients. Mais ce qui est important de comprendre dans ce qu'on fait, c'est et c'est un dispositif médical, donc on a tout un processus de qualité également, c'est que la technologie qu'on a développée, cette fameuse agrégation des modèles, elle est valable pour tous les médicaments. C'est ça qui est magique, c'est qu'on l'a fait pour la clozapine, le lithium, et puis maintenant on couvre 4000 spécialités. Mais on n'a pas besoin de repasser des essais cliniques pour démontrer que c'est un dispositif médical pour chaque. On l'a fait une fois et ça marche pour tous. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je me tourne maintenant vers Doc Capos.
Laurent, bonjour. Laurent Wekenel, finalement, vous êtes arrivé à temps, enchanté. Donc, DocaPost est associé à ce prix, on sponsorise le prix de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Justement, Michel Gabriel l'a un petit peu abordé, le pouvoir de transformation de l'IA en santé. On aimerait avoir votre vision également sur le sujet, justement. Pourquoi vous êtes associé à ce prix IA et comment une vision de l'avenir de l'IA en santé. Sans être... Je vous demande une thèse, j'en ai bien conscience, mais je suis absolument certaine que vous allez pouvoir nous le résumer. Bonjour à tous. Alors, d'abord, pourquoi on s'associe à ce prix? Parce que start-up et IA, ça nous parle chez DocaPost. Nous, DocaPost, on est une start-up de 40 ans. Donc, on adore l'innovation et l'innovation pérenne. Donc, et on est ravis de vous remettre ce prix qui a du sens pour nous. Et pourquoi l'IA, pourquoi DocaPost se positionne sur l'IA? Aujourd'hui, avec l'acquisition d'Open Value, de Softeam et notre fil à provenance, c'est pratiquement, sur les 5000 salariés, c'est pratiquement 400 experts de la data et de l'IA aujourd'hui qui travaillent dans ce domaine, quelle que soit la verticale. Voilà. Et sur le sujet de l'IA dans la santé, alors moi ça fait 30 ans que je suis dans la santé, donc l'IA on l'a déjà quelque part un petit peu vu, j'ai travaillé dans différentes entreprises et je pense notamment à l'imagerie médicale, dans les outils d'aide à la décision, où l'IA s'est quand même assez rapidement invité, parce qu'on avait une donnée de qualité, donc c'était somme toute assez facile à travailler. Mais je dirais que ce soit sur accompagner humblement le professionnel de soins dans son quotidien, et on a des outils qui aident à ça et qui utilisent de l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'expérience patient, que ce soit dans l'efficience organisationnelle ou l'optimisation logistique, je crois qu'il n'y a pas un seul domaine dans lequel l'intelligence artificielle ne peut pas avoir de la valeur. Et ça, nous en sommes convaincus. Très bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour Fabien. Peut-être les prochaines étapes? Où est-ce que vous en êtes de votre développement et est-ce que vous avez des choses à nous annoncer pour les mois à venir? Alors, je vais effectivement faire des annonces tant qu'on y est. On a gagné un super prix ce soir. Là, je voudrais bien, s'il vous plaît, si c'est possible, de projeter le slide où il y a les hôpitaux de Paris dessus. Il y a plusieurs logos. Parce que pour ce qui est d'annonce de prix, récemment, on est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt santé numérique. Donc dans le cadre du plan France 2030, ça a été décidé par le Premier ministre. Il y a quelques start-up en France qui sont lauréates. C'est une grosse somme d'argent pour nous start-up. Et le projet qu'on avait soumis et qui est donc financé est avec la PHP. C'est en oncologie. C'est là où on avait commencé à travailler ensemble avec le service de Cochin en oncologie justement. Le voilà. Et voilà, il est en haut à gauche. Mais il y a d'autres projets qui sont en train d'être discutés. On a du mal à trouver des financements, pour être honnête. Mais l'annonce de ce soir, c'est que si jamais vous vous reconnaissez dans un de ces logos-là, n'hésitez pas, on se parle. Et même si vous n'y êtes pas, il y a une des questions qui m'a été posée par le jury, qui m'a semblé extrêmement pertinente, c'est en quoi, nous, internes, on peut vous aider? La réponse, elle est là. Vous pouvez nous aider en nous utilisant. Donc venez me voir, si vous pouvez passer la slide d'après où il y a mon contact, la laisser au moins 30 secondes pour que les gens puissent noter l'adresse email. Venez nous voir. Donc, ce soir, on fait l'annonce qu'on vous propose un test gratuit de notre solution pendant 6 mois. Et c'est hyper ouvert. Alors ceux-là en premier parce qu'on est déjà en cours, mais les autres aussi. Voilà comment vous pouvez nous aider. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Fabien. Encore un grand merci et félicitations ExactCure. Merci à tous. Nous allons maintenant passer au deuxième prix. J'invite les membres du premier prix à nous quitter. Si vous souhaitez discuter tout à l'heure avec Fabien et avec les autres personnes de cet événement, nous aurons un moment justement tous ensemble, un peu plus informel pour échanger. Le deuxième prix maintenant, c'est celui de l'application mobile des professionnels de santé. Et c'est Gaëtan Casanova qui va nous rejoindre de l'ISNI. Merci à lui. Venez Gaëtan. Voilà, c'est vous qui allez remettre ce prix. Je vais en profiter pour appeler en même temps, comme ça on aura tout le monde en même temps, Alain Monteux de Tunstall qui sponsorise ce prix. Venez Alain. Et Gaëtan, dans un instant, vous allez pouvoir révéler la start-up gagnante. Donc on a eu le plaisir dans le jury pour un de ces prix sur les applications médicales de vous écouter déjà, puis de devoir départager
comme pour tous les autres, ça a été particulièrement difficile, évidemment. Et réellement, hein, c'est pas des mots en l'air, ça a été très marquant. Il y a eu un enthousiasme pour tout le monde. Et donc, pour ne pas faire plus attendre, la start-up qui a recueilli la majorité de suffrages, c'est la start-up TeamDoc. Bravo. Félicitations, venez, on va vous laisser poser avec les 2 remettants du prix. Félicitations. Merci beaucoup. Si vous pouvez, voilà, essayez de la mettre un tout petit peu. Vous serrez et oui, vous êtes nombreux, mais bon. Les petits devant. Les petits devant. Merci beaucoup. Et on va aussi expliquer pourquoi, surtout, cette start-up s'est distinguée des autres. On a bien compris qu'il y avait un très haut niveau, toutes les start-up que vous avez auditionnées. Mais si vous revenez parmi nous, comme ça, on va pouvoir s'installer et discuter ensemble à présent. Donc, pourquoi avoir choisi TeamDoc? En quoi a-t-elle fait la différence? Et là, on attend vraiment de vous votre regard de médecin, d'interne. Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a convaincu, surtout? Je crois qu'il faut commencer par ce qu'est le processus d'innovation tel qu'on a pu le voir. Il y a un ludisme, il y a un questionnement initial où on se dit « je suis insatisfait ». Et dans leur histoire, c'est bien ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très concrète de la vie de tous les jours. Là, en l'occurrence, c'était ça. On parle de quoi? On parle de questions de transmission, de communication entre des professionnels. Il n'y a rien de plus basique que ça comme activité. Donc on part de ça. Et il y a 2 possibilités dans la vie. Soit on en est très content, soit on peste. La solution numéro 2 est quand même plus souvent choisie. Soit il y a une 3e voie, c'est celle de se dire je ne suis pas content, je suis insatisfait, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'améliorer tout ça? Et c'est là où il y a vraiment un ludisme, un jeu où on s'amuse, on teste, et l'histoire, ils vont pouvoir en parler, mais leur histoire, c'est plein de tests, de rétropédalage, puis d'avancer, ce qui est l'histoire d'à peu près toutes les entreprises de ce type-là, mais c'est ce qui est formidable. Eh bien chez eux, on l'a vu. On a vu une situation tout à fait ordinaire, qui a des répercussions pourtant très importantes, si la plupart des gens ici sont au fait de cette question-là, mais le temps qu'on peut passer à réaliser des transmissions, l'impact que ça a sur la prise en charge des patients, tout simplement parce qu'on peut oublier de faire quelque chose, ou que des éléments essentiels ne sont pas bien intégrés, tout ça, ça a des conséquences en temps, en pénibilité, en prise en charge du patient, en perte de chance même éventuellement pour le patient. Et à l'inverse, quand on a des solutions de qualité, on gagne du temps, on se concentre sur ce qui fait le corps de notre métier et on augmente la prise en charge des patients. Donc voilà, pour nous, c'est un projet exceptionnel parce qu'on part d'une situation basique, on est insatisfait, on en produit quelque chose. Aujourd'hui, il y a un outil qu'on considère tous formidable, donc on est très fiers de leur donner le prix. Merci beaucoup. On a envie d'en savoir plus sur ce prix. Du coup, on va peut-être vous laisser nous présenter véritablement votre solution. Avant tout, merci à tous. Déjà, merci aux membres du jury d'avoir voté positivement pour nous, surtout quand on voit la qualité et des autres candidats, on imagine, et des autres lauréats qui passent avant nous. Merci également d'avoir organisé tout ça aujourd'hui parce que vraiment, ça permet, je pense, de faire la mise en lumière sur vraiment ce qu'est l'innovation, ce que la PHP peut apporter à l'innovation. Et donc, en tant que petit interne qui ait décidé de créer ma solution, ça rend tout ça possible et de dire qu'on peut être là aujourd'hui pour faire ça. Donc, TeamDoc, effectivement, comme ça a été dit, c'est finalement quelque chose d'assez simple. Moi, je suis interne en anesthésie et réanimation. J'ai été formé notamment par M. Langeon qui est là dans la salle. Et on m'a toujours appris la rigueur et la sécurité. En fait, mon métier, c'est la sécurité. C'est faire en sorte que tout soit safe pour les patients de A à Z, avant, pendant, après. Et il y avait quelque chose, effectivement, par lequel j'étais insatisfait, c'était notamment les transmissions médicales. C'est le passage d'une équipe à l'autre, le passage de transmission d'une équipe du matin à l'équipe du soir, d'une équipe anesthésique à l'équipe chirurgicale ou autre. En fait, la communication, globalement, à l'hôpital, je trouvais ça assez pénible et assez difficile. Et elle est grandement améliorée par de nombreux outils du quotidien qui sont entièrement illégaux. WhatsApp, Messenger, les Dropbox, les Google Drive, voilà, tout ce qu'on utilise absolument quotidiennement et sans lequel, honnêtement, on aurait parfois du mal à prendre en charge efficacement nos patients. Aujourd'hui, transmettre des images de scanners, des ECG, peu importe, parfois, on est obligé d'utiliser ces moyens-là. Et je me suis dit, c'est pas possible que ça n'existe pas.
ça doit être possible de le faire. Et la personne qui a rendu tout ça possible, il est là, c'est mon père. Parce que je suis passé de la petite idée de l'interne on va réussir peut-être à faire quelque chose à faisons une start-up, levons des fonds, réfléchissons vraiment en dehors de ce qui existe. C'est quoi la transmission d'informations, c'est quoi la communication, c'est quoi la simplification des tâches, c'est quoi la standardisation pour qu'on parle tous le même langage et faire en sorte qu'on ait cette solution aujourd'hui. Donc vous voyez, sur les slides, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous passe toutes les nouveautés et toutes les innovations qu'on a quand même mis à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, en live, l'annuaire de toutes les personnes qui sont connectées à l'hôpital. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont absentes? Est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce qu'elles sont de garde? Est-ce qu'elles sont d'astreinte? Des petites choses qui peuvent nous simplifier le quotidien. Voilà, on peut trier les patients parce que le matin, la première chose qu'on fait, c'est OK, qui est-ce qu'on doit faire sortir? Qui est-ce qu'on doit faire rentrer? Des petites choses qui nous paraissent toutes simples et qu'on n'avait pas au quotidien. Et donc voilà, on a réussi à faire à peu près ce qu'on voulait là-dedans. Et c'est aussi une manière de montrer que l'innovation, c'est pas toujours l'effet waouh, c'est ce que je dis souvent. Il y a aussi une part d'innovation cachée. Et cette innovation qui transforme quand même le métier, ou en tout cas qui va fluidifier l'exercice de la médecine, l'exercice de cette transmission qui est essentielle également, fait partie des innovations également, même si ça semble un peu plus caché. Sur votre histoire, au niveau des dates, je suis désolée, vous n'en avez pas parlé, vous avez votre Team Doc à quel âge? Vous l'avez lancé quand? Et quels sont les profils également qui sont dans votre... qui travaillent avec vous? Alors, on a lancé Team Doc, on a créé la société en 2016. J'étais alors en Master 2. Après, alors j'y croyais pas. Donc, d'abord, j'ai commencé par pitcher mon père en lui disant écoute, j'ai vraiment envie de faire ce truc-là. Et lui venait du monde de la finance. Il m'a dit écoute, moi j'ai BlackBerry Messenger, je comprends pas que vous n'ayez pas une messagerie instantanée, professionnelle, sécurisée. Ça me paraît la base. Et donc, on a commencé à avancer. Et moi, j'étais vraiment fixé au début sur les transmissions. C'était vraiment ce qui me semblait le plus important. Et il m'a dit, écoute, on va voir, il faut que tu aies plusieurs cordes à ton arc et il faut que ce soit surtout simple d'utilisation. Mais, OK, faisons-le. On a pitché, on a récupéré des fonds. Et ensuite, la question, c'était, il fallait trouver un développeur. Et on m'avait dit, voilà, il faut trouver un CTO. C'est une histoire d'amour. Donc, il faut en tester plusieurs avant de trouver la bonne. Et ça a mis 6 mois à 1 an avant de trouver la personne qui était capable de développer l'architecture informatique, parce que voilà, on a l'impression peut-être derrière ces choses assez simples que bon, ça ne doit pas demander énormément d'informatique, de codage d'outils, mais c'est extrêmement compliqué, et surtout pour le monde de la santé. Avec des enjeux de sécurité évidents. Voilà. Quand on parlait sécurité, hébergement agréé, données de santé, chiffrement, RPPS+, carte CPS, les gens ils étaient paumés et puis surtout ils n'avaient vraiment pas envie de faire l'effort et l'investissement en termes de temps et d'argent pour ça. Et donc ça a mis plusieurs années, on a mis 2 ans à développer l'application et on a eu un premier test, c'était à l'hôpital Beaujon lorsque j'étais interne là-bas en anesthésie-réanimation. On avait fait énormément de bêtises. On a acheté envie de savoir du coup. Alors on a acheté 70 téléphones puisqu'on pensait que jamais la PHP accepterait de mettre ça sur les téléphones personnels des gens, avec 70 abonnements, carte SIM, avec 70 chargeurs, avec tout ça, je vous passe le détail. On s'était focalisé sur une partie du service qui communiquait déjà super bien entre eux. Forcément, la plus-value de l'outil était un peu moins importante. Enfin voilà, on a fait des erreurs, on a eu des retours, et puis ça nous a permis aujourd'hui d'arriver à une solution qui peut être sur un téléphone personnel, entièrement sécurisé. Je pense qu'on a tous aujourd'hui ça, enfin pour ceux qui travaillent dans des sociétés qui ont la chance d'avoir ça, c'est possible de sécuriser entièrement des données patients sur un téléphone personnel. Et ça a été ça le premier enjeu, et c'est ce qui a pris énormément de temps. Et sur la facilité d'adoption, j'allais dire, c'est une application qu'on installe et c'est assez intuitif. Est-ce que ça nécessite une formation, un accompagnement particulier? Alors j'espère pas. L'application, elle se télécharge sur les stores, elle s'installe et elle s'utilise en 3 minutes une fois qu'on a créé son compte, qu'on a validé son compte et qu'on a prouvé de façon sécuritaire qu'on était un professionnel de santé. Maintenant, on a beau avoir fait le design le plus simple, on a beau avoir fait le benchmark de toutes les messageries instantanées, avoir repris tous les codes qui étaient communs en termes de slider à droite, slider à gauche, en haut, en bas, ce que vous voulez. La conduite du changement dans un service, quand on a l'habitude
d'utiliser un outil comme WhatsApp, comme Messenger, c'est très difficile. Aujourd'hui, voilà, WhatsApp, c'est 1 milliard d'euros de R&D dedans. C'est 750 millions de personnes sur la planète qui l'utilisent. Bon, ils ont un retour d'expérience et une techno qui est légèrement supérieure à la nôtre. Et donc, voilà, l'adoption est encore un petit peu difficile, mais ce qui nous a vraiment transformé, c'est ce partenariat qu'on a fait avec la PHP, qui nous a permis en fait d'avoir accès au-dessus, d'avoir accès au DSI, d'avoir accès au chef de service, d'avoir accès au chef d'établissement et de dire voilà, maintenant vous arrêtez WhatsApp, vous arrêtez les méthodes illégales, on vous fournit gratuitement un outil que vous pouvez avoir sur votre téléphone personnel pour échanger les données patients. La PHP fournit gratuitement, ce n'est pas au médecin de payer, au médecin, à l'infirmière, au secrétaire médical ou autre de payer l'application. Alors, Gaëtan a bien expliqué ce qui l'avait séduit, effectivement, cette facilité à s'insérer dans un outil, enfin de devenir même un outil du quotidien. Je me tourne vers les autres membres du jury. Est-ce que vous avez eu ce même ressenti avec le TeamDoc? Est-ce que c'est un outil tel qu'il vous est décrit qui vous semble facile de prendre en main et que vous pourriez utiliser dans votre pratique? En présentiel, il ne reste que moi dans cette catégorie-là. Eh ben alors, Gaëtan, vous parlez. Donc, je répondrai avec plaisir. Est-ce que je dirais oui, parce que dans ma vie précédente, j'étais en anesthésie-réanimation. Et donc, première chose qu'on s'est dit quand on s'est vu, j'avais été marqué. J'avais fait exactement le même constat. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs d'une pénibilité extrême, de transmission infinie qui finissait invariablement sur un bout de papier rogné qui finissait éventuellement dans une poubelle. Et je me disais, mais enfin, c'est quand même assez étonnant. Dans les services les plus aboutis, il y avait un tableur Excel, mais enfin, ça restait quand même pas extrêmement efficient. Et donc ce constat, on l'a tous fait. La différence, c'est qu'il y a des gens comme moi qui sont restés à l'insatisfaction, puis il y en a d'autres qui ont sauté le pas. Mais oui, évidemment qu'on l'adopterait, parce qu'en réalité, la force de cet outil, c'est tout simplement d'arriver à simplifier et de centraliser quelque chose qu'on fait tous les jours, qui nous prend beaucoup de temps, qui est essentiel, même si ça représente une certaine pénibilité. Et donc, au fond, il n'y a aucun problème à cette adoption, si ce n'est que je crois que les vrais enjeux, c'est effectivement que pour que ça fonctionne, il faut qu'une équipe entière l'utilise. Il y en a, ne serait-ce qu'un tiers qui n'utilise pas, évidemment, c'est non fonctionnel, et de s'adapter un tout petit peu à l'outil. Mais je crois que les bénéfices sont si importants dans la simplicité d'utilisation et la centralisation surtout des différents éléments qu'on peut avoir, que ce soit les checklists, que ce soit la communication de données, etc., qu'il n'y a aucun obstacle particulier à l'adoption de tels outils. Personnellement, j'avais participé à l'adaptation de toutes les catégories. J'ai ajouté un petit mot. Plus pour les internes, typiquement l'application elle peut s'implanter très bien en début de semestre d'interne. C'est le meilleur moment parce qu'en fait nous en tant qu'internes, on commence un nouveau stage et on est des éponges pour l'instant. Il faut imaginer les internes comme des bébés médecins, on est des vraies éponges et à ce moment-là je pense que c'est le meilleur moment pour leur dire voilà la nouvelle solution, commence à marquer les transmissions dessus, commence à marquer les messages dessus et on va réagir vraiment du tac au tac. C'est là en fait finalement pourquoi TeamDoc nous a dit, il y a un truc, parce que nous, en tant qu'interne, on attend ça, ce genre de solution, et on est prêt à l'utiliser. Si on arrive à utiliser WhatsApp, Instagram, Snapchat, tout en même temps, rajouter une messagerie pour nous, ça ne pose pas de problème, parce qu'on est habitué à avoir une pluralité différente, et d'avoir enfin un secteur sécurisant, où j'arrête d'envoyer les photos de dossiers de patients par WhatsApp, avec la crainte de l'envoyer à ma grand-mère au lieu de mon co-interne. C'est ça l'intérêt en fait, c'est qu'on a derrière. Et moi, je suis quasi sûr que pour vous aider, il faut vous lancer dès le début des nouveaux semestres en interne. Comme ça, vous avez vraiment d'un coup tous les internes qui sont prêts à l'utiliser, à conseiller leur chef, à les impliquer dans la démarche. Et directement après, ça sera diffusé à grande échelle. Merci. Vous avez un vrai retour terrain là, des médecins, un bon conseil pour vous lancer. Je voulais maintenant me tourner vers vous, Alain Monteux. Vous êtes le président de Tunstall. Et donc, j'avais deux questions. Pourquoi s'associer à ce prix de l'application, de l'outil métier, enfin l'application mobile pour les professionnels? Et selon vous, quel rôle les outils numériques peuvent-ils jouer dans la prise en charge de demain? Nous, on était hyper intéressés en tant que leader de la téléassistance et donc du maintien à domicile. On s'est tourné vers la santé connectée, on s'est vite aperçu
qu'il y avait un vrai besoin d'applications mobiles pour échanger des informations entre équipes de soins, effectivement, entre équipes de soins à l'hôpital et équipes de soins à domicile, mais aussi derrière, entre patients avec les proches. Et donc vous avez encore peut-être un peu de chemin pour finir la boucle. Et c'est dans les tuyaux. Pardon, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est dans la roadmap, on va dire, mais 2024 plutôt, pour être tout à fait honnête, cette ouverture de la solution aux patients, puisque techniquement, rien ne s'y oppose, bien évidemment, fonctionnellement encore moins, et d'un usage, ça paraît la continuité totalement naturelle. Bon, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus tard. Pour ça, on a besoin de ressources. Voilà pourquoi je suis super content d'être là. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous propose d'applaudir encore Team Doc et Sacha Rosenwag. Merci à tous. Nous allons passer au 3e prix. Est-ce que c'est bon pour la photo? Bon, on peut encore. Merci encore. Et nous allons passer au prix du parcours de soins innovant avec Lucia Rodriguez de l'ISNI. Merci de nous rejoindre. Bienvenue Lucia. Et Benoît Garibal, directeur général de CGDIM Santé. Rejoignez-nous. Nous vous laissons vous installer devant les kakémonos pour préparer la photo et vous allez pouvoir, Lucia, nous révéler la start-up que vous avez choisie et puis en quelques mots, pourquoi elle vous a convaincu. Voilà. Je tiens premièrement à remercier Dr Cazenave pour avoir organisé ça, ainsi que l'Hôtel Dieu, et à toutes les startups, parce que c'est grâce à vous que ça va évoluer la santé et les hôpitaux. Donc moi, j'ai le plaisir de présenter la startup qui a gagné le parcours de soins, qui est une thématique très très compliquée actuellement, et donc on a eu la chance de voir beaucoup de projets très inspirants. Ça a été très très compliqué de choisir. Mais finalement, on a choisi Resilize. Resilize, bienvenue. Yannick Tresco, venez nous rejoindre. Félicitations, je vous laisse vous installer avec Lucia et avec Benoît Garibal pour le prix. Voilà, n'hésitez pas à le mettre un petit peu plus haut. Donc, Resilize, vous êtes une thérapie numérique, on va pouvoir en parler, et on sait que les DTX et même les PTDX sont de plus en plus dans l'œil comme ça de la médecine. Venez nous rejoindre, je vous en prie, installez-vous chacun. Donc Lucia, vous l'avez dit, vous avez choisi la start-up. Qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans Resilize? En quoi c'est un changement, ou en tout cas une nouvelle façon d'aborder peut-être le parcours de soins? On a été tout de suite captivés en fait par cette start-up parce que, comme on l'a dit, les parcours de soins, c'est une problématique très importante, mais ça l'est d'autant plus pour certaines pathologies qui sont moins mises en avant. Et donc cette start-up, elle s'intéresse à une affection qui n'est pas du tout mise en avant, ou très peu, et le fait d'une façon très globale et avec des outils très innovants. Donc en fait, c'est vraiment tout ce qu'on recherche dans une start-up. Je ne m'attarde pas plus, je pense qu'on pourra le présenter mieux. Effectivement, Yannick Tresco. Merci beaucoup, Lucia. Yannick, vous allez pouvoir nous présenter, nous pitcher la start-up et puis votre solution. Oui, alors je tiens tout d'abord en fait à remercier en fait l'intersyndicale, Hôtel Dieu, la PHP, etc. et toutes les personnes en fait qui ont élu Resilize. Alors je vais me présenter en fait rapidement. Je pense que je vais le faire sans slide. Ça sera plus simple. Donc moi je suis Yannick Tresco, je suis le CEO et le cofondateur. Je suis pharmacien militaire de formation, donc avec un PhD et un MBA. Et pour connaître la genèse du projet et savoir en fait la pathologie, parce que finalement on n'en a pas du tout parlé, j'ai été déployé 2 fois en opération extérieure 2007 et 2010 et j'ai été blessé physiquement par des éclats de grenade en 2007. Et j'ai eu aucune prise en charge thérapeutique, donc comme vous pouvez voir c'est un événement traumatique qui entraîne en fait une fracture, si je vulgarise, au niveau du cerveau. Et 10 ans après, en 2017, on m'a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique complexe, qui est devenu par la suite chronique, forcément diagnostic très tardif.
Et finalement, cette genèse-là, où je suis passé de pharmacien, professionnel de santé, à chercheur, puis patient, on se dit, waouh, qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est jamais simple quand on est professionnel de santé d'arriver sur une pathologie chronique et surtout sur une pathologie psychiatrique. Donc prise en charge thérapeutique, très bien, médicaments, pharmacien, voilà, on en prend. Et puis peu de solutions. Et donc côté chercheur qui est arrivé et qui s'est dit waouh, il n'y a rien. Je vais regarder tous les symptômes, je vais me documenter, je vais tester plein de solutions. Et on s'est aperçu donc avec mon épouse qui est infirmière et qui a été ma père aidante pendant ma prise en soins. On s'est aperçu que finalement, c'est 70% de la population qui va vivre un événement traumatique. Et donc un événement traumatique, c'est quoi? C'est accident de voiture, c'est être soumis en fait à un stress intense ou à la fragilité d'autres personnes. Donc on l'a vu pendant le Covid avec les soignants. À l'heure actuelle, il ne faut pas sous-estimer le nombre de soignants qui ont des symptômes, je ne dis pas le diagnostic, qui ont des symptômes en fait de troubles de stress post-traumatique, mais c'est aussi catastrophes naturelles, on l'a vu avec les incendies, les pompiers, que ce soit les inondations à Tire-Larigot, tout ça, c'est des événements traumatiques. Plus tout ce qui concerne les pathologies en soi. En gynécologie, on en a parlé, l'accouchement, un accouchement prématuré, une césarienne en urgence sont des événements traumatiques. L'annonce en fait d'un cancer est classifiée par le DSM-5 comme un événement traumatique. Donc tout ça nous a permis de dire, ok, il n'y a rien, on y va. Les chiffres, ils sont énormes. C'est en gros une personne sur 10 qui aura un PTSD. Donc je rappelle les chiffres pour qu'en fait, je sois aussi là en fait sur cette sensibilisation. Et donc on s'est dit, ok, on va pas faire une brique techno pour détecter ou aider au diagnostic. Parce que qu'est-ce qu'on fait des patients à l'heure actuelle en fait derrière qui vont attendre 3 mois, 6 mois et que le PTSD va devenir chronique. Donc on s'est dit, on part sur un parcours avec toute la complexité d'être sur une chaîne de valeur en fait horizontale, de la détection jusqu'au traitement au suivi. Et on a monté toute la solution en fait Resilize sur application mobile pour le patient, prescrit par un professionnel de santé, et ça je le maintiens pour le mettre en sécurité, avec un positionnement assez unique où on intervient dès l'événement traumatique, dans les premières heures et les premiers jours après. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas attendre en fait que la pathologie soit diagnostiquée et que les symptômes soient chroniques avec les comorbidités derrière pour traiter. Et donc nous on intervient événement traumatique, trouble de stress aigu qui est dans le premier mois, pour pouvoir prévenir le PTSD, apporter tous les éléments aux professionnels de santé, aux psychiatres pour poser un diagnostic et surtout avoir le télésuivi et certaines briques très verticalisées de thérapie numérique, digital therapeutics, sur des symptômes en fait qui ne sont non couverts par les médicaments. Les intrusions, les cauchemars, la dissociation, qui sont des choses où on ne peut pas le traiter. Donc voilà, rapidement, je pourrais y aller plus, mais... Oui, mais on va échanger justement, on est là pour ça. Il y a un point important que vous avez dit sur prescription. Donc ça veut dire que votre solution, elle est déjà identifiée par des médecins, adoptée par des médecins et même encouragée, prescrite. Comment vous avez réussi à obtenir cette adoption de la part des médecins? Et on sait qu'elle est vraiment moteur, cette adoption. Comment vous y êtes pris pour les approcher, pour les convaincre et puis pour diffuser, que votre solution soit à ce point diffusée? Alors, je dirais que c'est assez long. Alors la solution pour l'instant n'est pas disponible parce qu'on commence les investigations cliniques en fin d'année. Donc s'il y a des internes qui sont volontaires dans n'importe quelle spécialité, on peut en parler. Non, mais très bien pour la gynéco, moi, ça me va très bien. Non, mais c'est jamais simple. Mais quand vous connaissez le langage, le vocabulaire, les contraintes des professionnels de santé, que vous immergez avec eux finalement sur le terrain et que vous allez co-construire une solution en prenant leur insight, en étant très porté sur du design, sur de l'expérience utilisateur, et non pas que patient, mais aussi professionnel de santé, vous avez une adhésion. Si derrière vous arrivez avec des recherches scientifiques, avec du substrat scientifique qui existe sur le PTSD ou les événements traumatiques, il y a une adhésion. Et donc là, c'est vrai qu'on est sur une phase en fait très croissante où on n'a pas besoin d'aller convaincre plus, puisqu'en fait on leur rapporte en fait les éléments et on comprend en fait ce qu'ils vivent. Et l'une part en fait de Resilize, ce qui est importante, c'est qu'on s'adresse aussi aux soignants. C'est-à-dire que là, ce que j'ai remis en fait dans la stratégie de manière très rapide, c'est qu'on apporte des solutions médicales aux médecins, aux infirmiers, au personnel en fait soignant, pour que eux aussi soient pris en charge, en soins, dès les événements traumatiques en fait qu'ils ont. Et alors concrètement, côté médecin et côté patient, lorsque j'ai
l'application, la solution Resilize. Qu'est-ce que je reçois des messages? Comment ça se passe concrètement en termes d'usage? Quel est le service proposé véritablement? Alors, pour le médecin, en fait, c'est très simple. Il est sensibilisé, il prescrit Resilize, et après, il peut suivre ses patients s'il veut, mais en tout cas, c'est le médecin ou le professionnel de santé qui va voir en fait le patient à la suite de cet événement traumatique. Pas forcément lui qui va faire en fait le suivi, mais au moins c'est lui en fait qui est cette porte en fait d'entrée. Derrière, il l'inscrit sur la plateforme Resilize. Le patient il reçoit tout, les codes en fait de sécurité, etc. pour télécharger l'application, et après commence en fait on va dire le onboarding du patient plus la première contre-mesure médicale pour aller contrer les premiers symptômes, rassurer le patient, sécuriser le patient par une équipe de care manager qui est au sein en fait de Resilize Therapeutics, donc c'est-à-dire pour déjà soulager les professionnels de santé qui sont dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Nous, on s'occupe du onboarding, du suivi en fait du patient, en étant en relais avec l'équipe médicale, psychiatrique ou autre, sur place. Donc le patient, il a messagerie, il fait ses télésoins, téléconsultations, soit physique, soit distance avec le réseau. Il a les programmes thérapeutiques validés, les PROMS, les PREMS, toutes les évaluations. Et surtout, nous, on a deux grosses composantes dans Resilize. C'est le design d'expérience, parce qu'on est convaincu que la manière dont on fait une application en psychiatrie et en psychologie, c'est en soi un adjuvant sur la prise en soin du patient. Et le deuxième gros côté, c'est l'intelligence artificielle, où là, on développe beaucoup d'algorithmes en ayant une approche très multimodale. Parce que la psychiatrie, alors je suis désolé de le dire comme ça, mais n'a pas en fait de radio, de scan, de bilan sanguin en fait pour pouvoir poser un diagnostic. Et donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il existe? Donc on part sur du multimodal, analyse de la voix, analyse en fait du visage, des yeux, la variabilité de fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et tout ça avec le téléphone. Et cette analyse multimodale va nous permettre en fait de prédire des risques, par la suite, prédire en fait un nouveau traitement et ainsi de suite. Très bien, merci beaucoup. Michel Gabriel, vous avez levé le doigt tout à l'heure quand on a demandé qui pourrait être intéressé. Ça vous parle tout ça? Vous avez des cas d'usage ou à quel moment vous pourriez l'utiliser? Ça s'inscrirait dans un parcours de soins tel que vous pourriez le prescrire? Des cas d'usage, j'en ai tous les jours. J'en ai en début de semaine, j'en ai mardi. En gynécologie, on a une spécialité, on a des spécialités des urgences vitales excessivement rapides. Par exemple, un exemple simple, la césarienne en code rouge, c'est l'enfant est en détresse vitale complète, c'est-à-dire qu'on a un risque vital pour l'enfant. Il faut que l'enfant soit extrait de la maman en moins de 15 minutes. On passe d'une salle de naissance à un bloc opératoire, une incision, une anesthésie en 15 minutes. Pour des parents, c'est atroce. C'est-à-dire il faut imaginer qu'on doit dire « Madame, on doit partir en césarienne, on part maintenant tout de suite ». On n'a pas le temps d'expliquer, l'enfant naît, il part en réanimation néonatale. C'est une situation cauchemardesque où on est nul, mais très mauvais en après. Ce qu'il y a après, on a des psychologues, mais c'est tout. Et l'après n'est pas géré. Donc c'est vraiment votre solution, elle s'applique très, très, très bien à cette situation-là. Et ça, c'est un exemple, mais aussi la prématurité. Il y a énormément de choses en gynécologie obstétrique, on est très mauvais sur « et après ». On a eu cet événement-là. Pendant la suite de couches, on a la psychologue qui passe. On donne un numéro de téléphone si la patiente doit appeler. C'est-à-dire que le patient doit appeler le psychologue. Voilà. Au final, on perd tout et on retrouve avec des patientes qu'on voit après en deuxième grossesse totalement traumatisées, en rejet complet des soignants, ou alors des gens qui ne pensent plus à la grossesse. Donc cette solution-là, elle s'implique totalement en gynécologie obstétrique. Ça, je lève le doigt parce que, oui, help. Eh bien, écoutez, vous allez pouvoir en discuter effectivement tout à l'heure et prendre les contacts. Benoît Garibal, merci d'être avec nous. Un petit mot également parce que CGDIM Santé est associé à ce prix qui donc distingue le parcours de soins innovants. Donc déjà, pourquoi c'est associé à ce prix? Et quel regard vous portez sur la digitalisation du parcours de soins aujourd'hui et même à venir? Alors merci et bravo. Pourquoi on est associé à ce prix? Parce que c'est l'histoire de CGDIM avec les professionnels de santé, c'est une très longue histoire. On en équipe presque 100 000 depuis un certain nombre d'années et on voit à quel point le parcours de soins est un combat aujourd'hui, à la fois pour le patient, qui est parfois un peu seul chef d'orchestre de son parcours de soins, et
aussi les attentes des professionnels de santé, et ça s'est encore plus accéléré pendant la période du Covid, où on leur demande toujours plus, on leur demande de savoir beaucoup de choses, et notamment sur ce type de pathologie sur lequel les professionnels de santé ne sont pas toujours formés. Et il y a d'autres sujets de cette nature sur lesquels on est assez sensible, c'est toute la question du handicap aussi, de l'accès au handicap, qui est loin d'être un sujet trivial. Donc on est passionné par ces sujets, il y a des attentes, nous, des personnes qu'on accompagne depuis un certain nombre d'années, avec des outils. On essaye de ne pas leur mettre des tartines d'outils inutiles, on essaie de trouver les bons pour faciliter la prise en charge, l'orientation et évidemment toutes les problématiques autour de la détection, de l'anticipation et de savoir vers qui je vais adresser mon patient et d'accepter aussi, et je pense que c'est quelque chose qui va, une vraie tendance de marché, là où il y avait peut-être une tendance à capter, à être relativement protecteur de sa patientèle, et de cette ouverture pour dire vers quel spécialiste je m'oriente et qui sera disponible pour prendre en charge mon patient dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui nous animent, et je serais ravi d'en rediscuter après. Et adresser le patient, pourquoi pas, vers des solutions numériques, ces nouvelles solutions qui arrivent sur le marché aussi. Une dernière question avant de vous libérer, peut-être les prochaines étapes concernant Resilize. Est-ce que vous avez des échéances ou des projets ? Alors, échéances, on a, on va dire, 2 grosses échéances là en ce moment. La semaine prochaine, on est au grand oral de l'EIC Accélérateur à la Commission européenne. Donc voilà, on a passé tous les filtres jusqu'à la fin. Donc on est dans les 6% des dossiers qui sont audités. On est en pleine levée de fonds, donc là, grosse accélération en fait de notre côté. Et puis les échéances, c'est fin d'année et c'est clinique. Le début pour au moins cette première partie de solution de déchocage. Plus après, on va monter des cohortes de patients, puisqu'en fait les données en psychiatrie sont très disparates et qu'on a besoin en fait de connaître le parcours d'un patient, quelle que soit sa pathologie ou son point d'entrée dans un service, mais qu'on puisse en fait le suivre. Donc grosse échéance là pour accélérer. Et puis après la cible, investigation clinique, certification DM et ainsi de suite. Eh bien, écoutez, on suivra ça avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous trois de nous avoir rejoints. Encore félicitations. Je vous laisse retourner à vos places. Nous avons une dernière petite chose avant de passer au moment un peu plus convivial qu'on vous a promis. Il va y avoir un prix spécial de l'innovation en santé décerné par le public, c'est-à-dire vous. On a besoin que vous participiez à ce vote. Alors, vous pouvez voter via ce QR code, il suffit de le scanner. Vous pouvez voter pour l'une des 3 startups qui a pitché devant vous aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire quel est votre coup de cœur du jour. On va vous laisser quelques petites minutes, évidemment, pour réfléchir, pour choisir, évidemment, quelle a été votre start-up finalement qui vous a le plus plu. En attendant, Michel Gabriel, c'est peut-être le moment d'avoir un petit mot de la fin, tirer quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces prix ? Qu'est-ce qu'ils nous disent de l'innovation en santé aujourd'hui ? Et même plus largement, qu'est-ce qu'ils nous disent de la place de l'innovation à l'hôpital ? Alors, on a tous vu, on a eu un choix de start-up extraordinaire. Et je reviens sur quelque chose que j'ai dit au début, et que je répète encore, et qui va un peu conclure et l'ouverture, c'est qu'est-ce que c'est difficile de faire de l'innovation en santé ? C'est l'un des secteurs les plus compliqués parce qu'on s'adresse à des soignants qui sont ancrés dans des vieilles méthodes qu'il est très difficile de faire changer, que c'est, par exemple, l'hôpital public, c'est des strates d'acceptation, de validation, d'accréditation. C'est excessivement difficile. Et il est temps de changer ça. Parce qu'en fait, finalement, là maintenant, on est dans un tournant. La médecine doit changer. On est en crise complète sur beaucoup de sujets. On l'a vu cet été avec les urgences. Actuellement, en périnatalité également, il y a une crise en périnatalité sur les moyens humains, sur la gestion des patients. Et la réponse, personnellement, que je trouve, c'est l'innovation. C'est par l'innovation en santé, par ces gens un peu fous qui ont décidé de brûler un peu d'années de vie dans des créations de projets, qu'on va pouvoir avancer et changer la santé et sauver finalement cette santé. Là, actuellement, il y a beaucoup d'endroits où on est en danger, en tant que patient, on est en danger. Et il est temps de renouveler, de changer ce paradigme et d'aller dans un paradigme nouveau avec des solutions
innovante, avec des gens qui vont... Et il faut l'accepter, il faut le reconnaître, il faut le catalyser. Et là, actuellement, nous, si on s'y intéresse autant, c'est qu'en tant qu'interne, on a ce pouvoir d'être dans l'hôpital. C'est souvent des stages, on est très hospitalo-centré, dans le public, et on peut vraiment mettre la petite graine. On sent le sage un peu ciment, on est un peu partout, on se bat beaucoup, et on peut se battre dans notre sac mental, ces nouvelles solutions. Aider ces startups à s'implanter, à se développer, à convaincre finalement ces secteurs-là, et à les développer. Et c'est là, en fait, comme quoi où je me dis que les internes, on a ce grand rôle, et c'est là, en fait, c'est dans l'innovation, on a un rôle très important. C'est en développant, c'est en aidant ces startups-là à les développer, en intégrant des boards. Moi, typiquement, personnellement, j'aide une startup qui s'appelle Matrice, qui parle d'endométriose. Donc, je les conseille sur le médical, sur quelle structure contacter. C'est en faisant ces touches-là d'aide, en transportant des idées, en utilisant les applications dans les services, qu'on va pouvoir vraiment changer la donne. Et les lauréats de ce soir et toutes les startups qui ont participé à ce prix-là ont cette envie-là. Effectivement, c'est des startups, c'est un peu privé, c'est de levée de fonds, on ne comprend pas très bien dans le public, on n'a pas d'idée parce que globalement, on n'a pas encore d'idée de coût en tant que soignant. Mais mince, c'est ça en fait. Le nœud du sujet, le nœud du problème peut être dissous intégralement par ces nouvelles solutions. Il faut qu'on soit proactif, il faut qu'on aide, et je vous fais la promesse que battez-vous encore, donnez-vous encore un peu de temps, parce que nous, en tant que nouveaux soignants, on veut vos solutions. D'accord ? Donc gardez le cap, ok ? On est avec vous, keep going, et on va y arriver, et on sera très heureux que dans 10 ans, parce que j'aimerais bien que ce prix dure encore des années, et bien dans 10 ans, on est les anciens primés qui viennent nous dire, voilà, comment on a évolué, comment ça a marché. Donc longue vie à vous, et encore bravo. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Gabriel. Effectivement, on entend bien que l'innovation, la place de l'innovation à l'hôpital, c'est pas simplement faire de la place à l'innovation dans l'hôpital, c'est aussi pour les médecins aller soi-même mettre un pied dans l'innovation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez tous eu le temps de participer à notre vote. Je vous invite à présent à vous diriger dans le hall de l'Hôtel-Dieu, où nous allons poursuivre la conversation avec Johanna Michelin de Biolabs. Merci, à tout de suite.